Tout le monde. Merci déjà aussi pour l'invitation sur un sujet où je me suis trituré un peu la tête pour savoir un peu dans quel sens j'allais en discuter, parce que c'est un sujet très vaste et on peut en parler pendant très très longtemps. Alors c'est un sujet personnellement que j'aime bien, parce qu'avant de travailler au TINI, j'ai travaillé à Saint-Luc pendant un peu plus de 2 ans en tête et cou, et justement on s'était un peu mis avec les jeunes en tête de revoir un tout petit peu l'intubation difficile là-bas, parce que c'était pas très bien organisé, et donc on a décidé de revoir un peu tout ça. Et aujourd'hui, j'ai discuté un peu de tout ce que nous on a mis en place là-bas et ce qu'on peut mettre en place dans des hôpitaux au quotidien. Alors je me suis dit, tiens, on va repartir un peu des guidelines actuels pour construire ça. Après, je vais en faire un petit procon rapidement sur la vidéolaryngoscopie pour tous. Et puis après, optimiser la périintubation. Et ça, je vous en parle après. Alors les guidelines, on a les Américains qui ont sorti des guidelines en 2022, les Français en 2017 et les Anglais. Alors chacun a leurs points positifs, leurs points négatifs. Alors c'est important de les connaître et on va pouvoir jongler un peu dans notre quotidien sur ces guidelines. Mais ils s'entendent tous sur un point. Ce qui est important, c'est de bien évaluer nos patients aussi avant et de se mettre un plan d'action aussi avant de commencer à prendre en charge notre patient dans les situations difficiles. Alors les Français, on va prendre un peu nos voisins, 2017. La SPHAR, l'intubation et l'extubation. Là, je vais parler de l'intubation. Alors, rapidement, qu'est-ce qui est important chez eux Donc, la SPHAR, quand ils font leur guideline, c'est une question et ils donnent des réponses. Et là, c'est est-ce qu'il faut utiliser un vidéolaryngoscope chez tous nos patients avec une intubation difficile? Alors déjà, ils le disent, ils le précisent, un patient qui a une ouverture de bouche en dessous de 2,5 cm, non. Le rachis cervical en flexion, non plus, c'est difficile. Et le patient qui a un stridor, eux, ils préconisent l'intubation vigile d'emblée. Alors, moi j'étais un peu impressionné, personnellement, je ne le fais pas, je ne sais pas si vous le faites. Eux, ils disent qu'il est nécessaire de s'assurer de la possibilité d'introduire un vidéolaryngoscope avant d'endormir le patient. Je trouvais ça intéressant, personnellement, je ne le fais pas, mais ça peut être intéressant avant d'endormir nos patients, d'essayer de voir si ça passe. Alors eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, la vidéolaryngoscope, c'est intéressant, oui, mais alors il faut être expert dans ce qu'on fait. Alors, l'utilisation du vidéolaryngoscope, ils le disent, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les patients qui ont des critères d'intubation difficiles aux mains d'experts de l'intubation en vidéolaryngoscopie. Autre chose aussi qui est important dans leur guideline, c'est la crush induction à l'estomac plein. Est-ce qu'ils préconisent le vidéolaryngoscope? Non. Pourquoi? Parce que le Célix, on voit moins bien avec et on a un taux d'échec plus important. Alors, petit note à bene, c'est oui, si votre patient il a des critères d'intubation difficiles aussi, bien sûr. Si l'intubation difficile n'a pas été prévue, là, en seconde intention, on regarde, on a un Cormac 3, un Cormac 4. Alors là, eux, ils préconisent d'utiliser un vidéolaryngoscope en seconde intention. En cas d'intubation impossible, ils utilisent le fibroscope. Et en cas de stridor, votre patient qui a une pathologie ORL, style tumeur ou des choses comme ça, ils y préconisent le fibroscope. Ils spécifient bien aussi que c'est opérateur dépendant et qu'il y a une courbe d'apprentissage pour être totalement autonome et d'avoir les meilleures conditions pour le patient. Alors, quelle que soit la technique choisie, il faut une sédation chez nos patients, mais si possible, les garder en ventilation spontanée. Alors, quelle anesthésie faire chez un patient qui a des critères d'intubation difficiles? Soit vous faites une vigile, une petite sédation, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la vigile, c'est de faire une anesthésie. Et alors là, ils disent bien que votre patient est assez profond et curarisé, mais avec des médicaments qu'on peut réverser ou de courte durée d'action, afin de pouvoir essayer de le ventiler au mieux chez ces patients. Alors, ce qui est important aussi, c'est de créer des arbres décisionnels et d'avoir un plan d'action chez tous nos patients. Alors voilà un peu ce qu'ils en ont fait. Donc ils en font des algorithmes. Alors le patient qui a une intubation difficile, a priori, qu'est-ce qu'ils disent? C'est d'abord de bien l'évaluer, votre patient. Pourquoi est-ce qu'il va être difficile et quel va être notre plan? Ensuite, dans leur guideline, c'est de bien préoxygéner nos patients. Alors ça, j'en parlerai après dans la dernière partie sur la préoxygénation et qu'est-ce qui est envisageable chez nos patients. Et ensuite, c'est de choisir la technique d'anesthésie avec lesquelles on est plus à l'aise. Alors c'est clair que on n'est pas tous à l'aise avec la vidéo, avec la vigile. Du coup, voilà, un bon laryngoscope, une fois qu'on est à l'aise, qu'on est expert, c'est très bien aussi. Un vidéolaryngoscope, il faut être expert aussi dans ce qu'on utilise. Et pour être expert, il faut l'utiliser au quotidien et l'utiliser souvent.
Alors, premier algorithme aussi, c'est l'intubation avec une ventilation qui est prévue et efficace. Donc mon patient, à qui a priori je vais facilement le ventiler. Alors, est-ce que mon apnée, elle va être possible? Alors, si j'ai pas de critère ou un critère d'intubation difficile, eux, ils préconisent le laryngoscope direct, comme on utilise au quotidien notre Macintosh. Si on a deux critères d'intubation difficile, ils préconisent, eux, d'emblée la vidéolaryngoscope. Voilà, soit on y arrive, intubation, soit on réveille notre patient, ou si on n'y arrive pas, on peut mettre un masque laryngé. Alors via un masque laryngé, on peut faire une fibroscopie pour intuber, ou alors, soit on peut faire la chirurgie avec, ou on réveille notre patient. L'autre possibilité, c'est de laisser le patient en ventilation spontanée, on lui met un masque laryngé, on fait la chirurgie, ou alors faire au fibroscope via cette respiration spontanée. Alors mon patient, maintenant, je suis dans un autre algorithme, je l'ai endormi, mais l'intubation, elle est difficile et en fait, on ne s'y attendait pas. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'arrive à le ventiler correctement avec mon masque? Oui, c'est très bien, je l'intube, laryngoscope, vidéolaryngoscope, selon les critères d'intubation difficile. Maintenant, j'arrive pas à le ventiler. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets un masque laryngé. Le masque laryngé fonctionne, c'est très bien. Soit je fais ma chirurgie avec, ou alors je réfléchis est-ce que je dois l'intuber, comment je vais l'intuber, vidéolaryngoscope ou fibroscope. Maintenant, j'ai mis mon masque laryngé et ça ne fonctionne pas. Alors là, c'est l'algorithme de l'oxygénation. C'est soit je réveille mon patient et je le mets en spontané, soit il y a la crico en dernier recours. Et dernier algorithme qu'ils ont développé, c'est mon patient que je n'arrive pas à ventiler et que je n'arrive pas à intuber. Donc je n'arrive pas à le ventiler, je lui mets un masque laryngé. Malheureusement, mon masque laryngé, ça ne fonctionne pas. C'est la crico, on y va, on ne s'ennuie pas. Maintenant, où on met de l'oxygène transracréal, un cathéter à vue sain. Les Américains, 2022, c'est les plus récents dans leurs guidelines. Après, les Américains, il y a un petit biais, c'est qu'ils sont très peureux et soumis aux procès médicaux. Voilà, si vous voulez gagner un peu d'argent, vous allez manger des nuggets aux États-Unis, 720 000 $. Les Américains, donc eux, ils se posent la question est-ce que je suspecte une intubation ou une ventilation difficile? Alors, si je suspecte une ventilation difficile, ils vont à la fibro d'emblée. S'ils suspectent un risque d'inhalation, fibre d'emblée. S'ils suspectent un risque de désaturation, fibre d'emblée. Ça veut dire que tous vos patients obèses, vous allez faire une vigile. Tous vos patients, les femmes enceintes, c'est une vigile. Les urgences, c'est des vigiles. Je trouve ça un peu gros au quotidien, quoi. Après, ils vont assez se rejoindre avec les Français. Si on n'entre pas dans les critères, dans ces 4 critères, c'est, est-ce que mon patient, je vais l'intuber classiquement via une lame de laryngo, ou alors est-ce que je vais utiliser une méthode alternative? Alors, là, c'est plus ou moins comme les Français. Est-ce que la ventilation, elle est adéquate? Oui, non. Elle est adéquate, j'essaye de l'intuber. Je n'y arrive pas avec notre lame classique en vision directe. On utilise une alternative, 3 essais plus 1 par un expert. Et alors, on réfléchit si on n'y arrive pas. Est-ce qu'on ne doit pas postposer la chirurgie pour imaginer autre chose? Maintenant, je n'arrive pas à le ventiler. Là, on arrive aussi avec de l'oxygénation. Et donc, un dispositif supraglottique et intubé avec une fibro avec un autre dispositif. Les Anglais, c'est le 3e guideline, c'est 2015, c'est ceux qui sont le moins à jour, mais ce que j'aime bien dans leur plan à eux, c'est c'est vraiment plan A, plan B, plan C, plan D. Et ils vont tout faire pour optimaliser chaque étape. Donc le plan A, c'est a priori mon patient il va être facile à ventiler, facile à intuber. Comment je vais l'optimiser? Je vais correctement l'installer, je vais correctement le préoxygéner, je vais l'endormir de manière assez profonde et le curariser. La laryngoscopie directe ou le vidéolaryngoscope, 3 essais, plus 1 par un expert, le petit burp, la bougie, la pression du cricoïde, le burp si on a besoin. Voilà. Et j'ai réussi à intuber, c'est parfait, on peut faire la chirurgie. Maintenant, je n'ai pas réussi à intuber avec ça et je n'arrive pas à oxygéner. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le but, c'est d'oxygéner notre patient en urgence et donc, eux, ils préconisent un masque laryngé. On arrive à mettre le masque laryngé, on arrive à le ventiler avec, parfait, on fait un stop and think, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mon patient? Est-ce que je peux faire la chirurgie avec ce masque laryngé? Est-ce que je peux l'intuber à travers ce masque laryngé ou on doit arrêter la chirurgie pour la différer?
J'ai mis mon masque laryngé, ça ne fonctionne pas, ben on l'enlève, on essaie de reventiler au masque, ça va, ça fonctionne pour une fois, ben on réveille le patient. Par contre, j'ai essayé de reventiler, ça ne fonctionne pas, eh ben c'est le Kiko, can intubate, can oxygenate, et on fait une crico chez notre patient. Alors là, c'est un sujet qui se développe énormément en France. Et un jour, quand un assistant qui me dit, mais tu sais, en France, ils intubent tout le monde au vidéolaryngoscope. Je dis, ouais, c'est un peu lourd, je trouve. Et en fait, il y a une équipe à Montpellier où ils sont très pro-laryngoscope pour tout le monde. Et donc, si vous allez un peu dans les congrès en France, un congrès de l'ASFAR par exemple, ils font un peu un marketing pour ça, pour prouver que bah, justement le vidéolaryngoscope, c'est bien pour tout le monde, en électif comme en urgence. Alors, c'est un peu le débat que j'ai envie de lancer ici, c'est bah tiens, la nouvelle génération avec Montpellier qui essaye de vendre leur vidéolaryngoscope à tout le monde versus bah, les irréductibles gaulois où bah, on aime bien encore notre petit Macintosh au quotidien. Alors pour rappel, 2019, on a eu le Covid et vous voyez que le nombre d'études sur le vidéolaryngoscope a explosé. Pourquoi? Parce qu'on s'est protégé aussi nous-mêmes avec les vidéolaryngoscopes. On est plus à distance et donc le nombre d'études sur l'intubation avec le vidéolaryngoscope a explosé à partir de 2020. Alors petit rappel, les vidéolaryngoscopes, on a 3 types de vidéolaryngoscopes. Excusez-moi, j'enlève ça. On a ceux avec un channel sur le côté, donc ça c'est les AirTrack que vous avez juste ici en bas à gauche. On a les hyperangulés avec le GlideScope qui est ici en bas. Et il y a ceux avec les Macintosh-like, les CMAC ou les VMAC, qui sont ici, juste ici. Alors, le problème des vidéolaryngoscopes, c'est qu'il y en a énormément sur le marché et qu'il faut savoir avec quoi on travaille. Là, c'est juste une toute petite possibilité que vous retrouvez sur le marché. Il y en a plus de 30, en tout cas, décrits. Alors, est-ce que vraiment la vidéolaryngoscopie, c'est pour tout le monde? Alors, c'est ça que j'ai discuté avec vous aujourd'hui. Alors, un petit pro-con, les pros, ben, en 2022, vous avez une excellente RCT de la Cochrane. Alors, c'est 26 000 patients, 222 RCT. Alors, je vous invite à le lire, c'est 590 pages. Personnellement, j'en ai encore lu que 200, c'est déjà pas mal. Et c'est sur les patients en électif au bloc opératoire. Alors, vous pouvez regarder ici le nombre d'articles qu'ils ont, c'est impressionnant. Et eux, ici, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'analyser? C'est les échecs d'intubation, le vidéolaryngoscope versus la laryngoscopie directe. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est que c'est en faveur du vidéolaryngoscope. C'était le premier argument de Montpellier de vouloir intuber tout le monde au vidéolaryngoscope. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont évalué? Les hypoxies chez nos patients qu'on induit, même chose, en faveur du vidéolaryngoscope. Les intubations œsophagiennes, toujours la même chose, et on est significatif à chaque fois. Ils développent un peu les Macintosh style vidéolaryngoscope, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas hyperangulés. Qu'est-ce que ça donne? Les intubations ratées, on est mieux. Les hypoxies, on est mieux. Les succès d'intubation au premier essai, c'est mieux. L'intubation œsophagienne, c'est pas significatif, c'est 2 fois mieux, mais c'est pas significatif. Et moins de trauma, et on voit mieux. Après, quand vous regardez un peu les évidences grade, c'est moderate à low pour la plupart. Le deuxième vidéolaryngoscope, c'est les hyperangulés. On est plus ou moins dans la même dynamique. On rate moins. Alors les hypoxémies, 2 fois moins, mais c'est pas significatif. On réussit mieux, il y a moins d'intubation œsophagienne et on voit mieux. Et le troisième, c'est les channels, c'est les AirTrack. Toujours la même chose. On rate moins, on fait moins d'hypoxie, on réussit mieux. L'œsophagienne, c'est un peu comme le tout premier et on voit mieux avec. Qu'est-ce qu'ils en concluent, eux, dans la Cochrane? C'est que, justement, on intube mieux, on voit mieux, il y a moins d'échecs, il y a moins d'hypoxie chez nos patients. Je vous ai parlé de Montpellier. Ici, Audrey de Jong et Samir Jaber, c'est les 2 fervents de tous ces dispositifs. Et ils ont fait une étude qui a été publiée dans le budget en 2022, où justement, c'était ici, tout le monde intubait avec la lame classique. Et puis, ils mettent en place le vidéolaryngoscope pour tous.
Donc il y a une étape pendant à peu près 1 an où 50% des gens ont intubé au vidéolaryngoscope. Et puis à la toute fin, là, quasi tout le monde a adhéré au vidéolaryngoscope pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on observe dans les résultats? Ça, c'est le succès des intubations. On était à 94% avant la mise en place des vidéolaryngoscopes. Et après la mise en place, à la fin, on est à 99% d'intubation réussie chez les patients. Il y avait un autre hôpital à côté où eux, justement, ils ne sont pas du tout adhérents au vidéolaryngoscope et donc ils intubent tout le monde à la lame classique. Et le résultat, eux, c'est 90% et ça reste stable tout le temps sur 90-91%. Une autre étude par Arrojo, et eux, c'est en 2024, et ça, c'est aux soins intensifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eux, c'est les succès d'intubation au premier essai, c'est en faveur du vidéolaryngoscope. Les cormacs, on voit beaucoup mieux avec un vidéolaryngoscope. Les intubations œsophagiennes, on a moins avec le vidéolaryngoscope, et le risque de bronchoinhalation, moins aussi. Alors, ils ont séparé aussi ceux qui étaient expérimentés avec les vidéolaryngoscopes et les novices, et chaque fois, c'est positif dans les deux cas, donc on fait mieux. Encore une autre étude par Peters, donc ça c'est un Hollandais. Succès au premier essai, on est mieux que le vidéolaryngoscope, et les cormacs, on voit mieux, il y a moins de cormac 3, moins de cormac 4 avec le vidéolaryngoscope. Dans l'anesthésie-analgésia, le McGrath et le McIntosh pour les patients obèses, et ils ont évalué les cormacs. On a beaucoup plus de cormac 1, cormac 2 avec le vidéolaryngoscope qu'avec les lames classiques. On va parler un peu maintenant des, justement, un peu contre. Alors je reviens un peu sur la Cochrane de 2022. Alors c'est clair, on est pour le premier essai en faveur des vidéolaryngoscopes. Alors est-ce que c'est pour tout le monde? Si on va un peu chercher les chiffres dans les petits tableaux derrière, tout au fond à chaque fois, alors si mon patient il a une probabilité d'intubation difficile, c'est clair qu'on fait mieux. Maintenant, mon patient, si a priori il n'a pas de difficulté d'intubation, pas forcément. En fait, on n'est pas significatif. Donc pour tous, je ne pense pas. Si on fait un peu le résumé de la Cochrane, l'intubation au premier essai, le Macintosh style, pas forcément. Celui avec le Chanel, c'est beaucoup mieux. Le nombre de tentatives, il n'y en a pas qui donne une grande efficacité par rapport au laryngoscope classique. Alors, est-ce que c'est un souci de devoir essayer d'intuber 2 fois notre patient? Moi, je ne pense pas. Le but, c'est les outcomes. Tiens, est-ce que mon patient il va être plus hypoxémique? Est-ce qu'il va être plus hypotendu si je prends du temps à intuber? Mais bon, voilà. Est-ce que le fait de rater une fois et de prendre après derrière une bougie ou une sonde, et qu'on y arrive et qu'au final, ça soit bien, ça peut-être encore mieux. Alors, les intubations œsophagiennes, à part l'hyperangulé, les autres ne montrent pas réellement d'efficacité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, si mon patient il avait une intubation prévue difficile, alors oui, les vidéolaryngoscopes ont un effet bénéfique de les utiliser. En termes de complications, bris dentaires, douleurs œsophagiennes, pas du tout. Alors, si je reprends ici l'étude d'Audrey de Jong et de Samir Jaber, vous regardez qu'ici, il y a 50% des gens qui ont adhéré au vidéolaryngoscope, et puis là, on arrive à 95%. Vous regardez ici, aux 50%, on était déjà à 98% d'intubation réussie, et on passe à 99%. On peut se dire que sûrement, ça, c'était des gens qui étaient experts dans la laryngoscopie directe, et qui le faisaient très bien. Et puis après, ils ont adhéré, mais ça n'a pas augmenté les chiffres. Et donc, on fait peut-être très bien aussi avec un laryngoscope classique en vision directe. Alors ici, l'efficacité, ça c'est le tube Intube, c'est Russotto, c'est un Italien qui publie pas mal là-dessus aussi. Alors oui, on fait mieux au premier essai. Maintenant, Major Adverse Events, on est même un peu mieux avec la laryngoscopie directe. Les hypoxies, ça fait pas mieux. Les hypotensions, les collapsus, c'est même un peu mieux avec la laryngoscopie directe. Les arrêts cardiaques, bon, ça c'est un peu mieux avec la vidéolaryngoscopie. Les difficultés d'intubation, c'est pas forcément mieux. On va prendre quelques petits cas aussi de notre quotidien, parce que voilà, la mise en pratique, c'est ça qui est important. La femme enceinte, est-ce que vous intubez une femme enceinte avec un vidéolaryngoscope? Qui intube d'emblée avec un vidéolaryngoscope?
une personne. Alors, ici, une première étude donc sur le succès de premier passage. Bah, ça fait un peu mieux, mais ce n'est pas significatif. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes, en fait, où ce n'est pas nécessaire d'utiliser un vidéolaryngoscope. Le temps d'intubation, c'est exactement la même chose, qu'on utilise une laryngoscopie directe ou indirecte. Une autre étude, ils avaient fait le CMAC ou le King Vision par rapport à une laryngoscopie directe. Qu'est-ce qu'ils en concluent? On ne fait pas mieux, en fait. Ça prend autant de temps et il y a autant de succès. Et alors, il y a des guidelines dans l'anesthésia en 2015 sur la gestion des voies aériennes. Et eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils disent que c'est une laryngoscopie classique. On fait 2 essais. Et alors, si vous ratez au premier essai, alors là, au deuxième essai, c'est une méthode alternative avec un vidéolaryngoscope. Chez les enfants, en pédiatrie, qu'est-ce qu'ils en disent là-dessus? Est-ce qu'on doit utiliser d'emblée un vidéolaryngoscope? Il y a une grande étude qui a été... C'est celle-ci? Ah non. Je me suis trompé. Bon, là, c'est ceux des soins intensifs. Qu'est-ce qu'ils en disent aux soins intensifs? En fait, oui, on intube plus facilement, mais en termes de complications, il y a autant de décès, il y a autant d'arrêt cardiaque, il y a autant d'arythmies, autant de bronchoaspiration, autant d'hypoxie, et donc on ne fait pas mieux qu'un vidéolaryngoscope d'emblée s'il n'y a pas de critères d'intubation difficile chez nos patients. Le trauma cervical, votre patient est immobilisé. Alors là, c'est un peu plus sujet à débat. Ici, en 2024, c'est récent, qu'est-ce qu'ils en disent? Que le vidéolaryngoscope, c'est une excellente alternative, surtout que votre patient il va arriver avec une stiff neck ou une stabilisation manuelle. Et donc, eux, ils préconisent l'intubation vigile. C'est toujours mieux parce qu'on peut en plus évaluer neurologiquement notre patient. Mais après, ils disent que c'est quand même bien de mettre un vidéolaryngoscope. Ça, c'est des Brésiliens qui ont publié dans le BJA. Alors, c'est une étude en réseau, c'est-à-dire qu'ils prennent plein d'études ensemble, qu'ils essayent de matcher pour comparer tous les vidéolaryngoscopes entre eux. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Que le succès d'intubation est mieux avec un vidéolaryngoscope, qu'on voit mieux, qu'on intube pas forcément plus vite, mais qu'il y a moins de complications. Voilà, c'est le truc de pédiatrie. En pédiatrie, qu'est-ce qu'on en dit? Là aussi, c'est dans la Cochrane, donc c'est quand même un excellent article de référence, qu'on fait mieux en laryngoscopie classique chez l'enfant qui n'a pas de critères d'intubation difficile, bien sûr. Je reviens un tout petit peu sur la Cochrane chez le patient en bloc opératoire. Alors, ici, c'est le McIntosh-Stahl versus la laryngoscopie directe. Alors, en faveur de l'intubation pour le premier essai, donc ça c'est pour les Cormac, pardon, mais par contre, on met pas plus dedans. Donc le but c'est de bien voir la cible. Ok, je peux voir un Cormac 1 avec mon vidéolaryngoscope, mais c'est pas pour ça que je vais réussir mieux avec un vidéolaryngoscope. Alors ça c'est Aziz, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est 300 patients enrôlés dans leur étude. Alors c'est clair, eux dans leur étude, on intube mieux avec un vidéolaryngoscope, mais par contre il y a encore des échecs. Et ici, sur leurs 11 échecs d'intubation avec vidéolaryngoscope, plus de 50% sont Cormac 1. Et on a besoin d'une laryngoscopie directe pour les intuber. Alors je pense que c'est réellement important de ne pas perdre cette main du vidéolaryngoscope. Et je sais que les jeunes aiment bien sauter dessus, mais c'est important d'être formé d'abord à la laryngoscopie directe avant la vidéolaryngoscopie. Je reviens sur cette étude chez le patient obèse. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on voit mieux qu'un vidéolaryngoscope, c'est clair. Mais par contre, ici dans leur étude, c'est quand même anesthésie analgésia. En fait, on ne fait pas mieux dans le succès d'intubation et sur le nombre d'essais. Une autre, ça c'est de New England. Le taux de succès au premier essai, clairement, c'est mieux le vidéolaryngoscope. Mais par contre, les complications, on est exactement sur la même chose. En termes de désaturation, même chose. Hypotension, même chose. Le nombre de vasopresseurs et d'arrêt cardiaque, c'est exactement la même chose chez ces patients. Alors, je peux encore vous en sortir plein, ça c'était dans le BJA, le taux de succès d'intubation en dehors du quartier opératoire, donc par des gens dans des conditions moins bonnes que les nôtres, c'est en faveur du vidéolaryngoscope. Ici, sur les hypoxémies,
c'est exactement la même chose. Et sur les hypotensions, on est même un peu mieux avec la laryngoscopie directe. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de variables au fait, là-dedans, dans le sens où, quand vous lisez un papier, on trouve tout et n'importe quoi. Dans la population qu'on étudie, il y a la population générale. Est-ce qu'il faut intuber tout le monde au vidéolaryngoscope? Moi, je ne pense pas. Les obèses, les traumas cervicaux, les intubations difficiles, les femmes enceintes, les enfants. Les articles, souvent, même les obèses, il y a les obèses sévères ou les obèses légers, et ça, ils ne font pas trop la différence. L'intervention, comme je vous l'ai montré au tout début, les vidéolaryngoscopes, il en existe plus de 30 différents, et il faut savoir un peu ce qu'on étudie. Est-ce qu'on utilise un hyperangulé? Est-ce qu'on utilise un avec un Chanel? Dans quelles conditions? Et c'est ça que c'est intéressant dans les prochains papiers, c'est qu'il va falloir définir quel vidéolaryngoscope pour quelle intubation difficile. Ensuite, les comparateurs, expérimentés versus novices. Il y a certains articles où on considère qu'un expérimenté, c'est à partir de 20 laryngoscopies classiques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens, au bout de 20 laryngoscopies classiques, j'étais encore, je ne sais même pas encore si je faisais de l'anesthésie ou pas, quoi. Et dans les outcomes, efficacité c'est différent de la sécurité. Il y a des outcomes dans les études où c'est quel est le Cormac de mon patient. Alors oui, je peux voir un Cormacin avec un vidéolaryngoscope, c'est pas pour autant que je vais réussir. Ça nous est déjà tous arrivé avec un glidescope d'arriver, de super bien voir, et puis de buter sur les arythénoïdes ou de passer derrière. Donc pour eux, c'est un résultat clair, oui, on voit mieux, donc c'est positif, mais on fait peut-être pas forcément mieux. Alors, en résumé, ici pour cette partie-ci, c'est important d'évaluer nos patients avant d'entrer en salle, de voir si mon intubation va être difficile, de prévoir un plan d'action et de l'exprimer clairement à tous ceux qui sont avec nous, de se former et de garder une expertise. Et là, je parle de la laryngoscopie classique et la vidéolaryngoscopie. Alors, pour moi, la vidéolaryngoscope pour tous, alors non, clairement. Je pense qu'il faut garder notre laryngoscopie directe, sauf dans certains cas. Alors, dans les hôpitaux, je pense que c'est important d'avoir plusieurs types de vidéolaryngoscopes, l'hyperangulé et le Chanel, par exemple, le glidescope et l'AirTrack, et de savoir les utiliser. Et alors, de mettre en place des protocoles internes et de former les équipes à l'utilisation de ces différents dispositifs. Alors, pour qui les antécédents ou les hautes suspicions d'intubation difficile, je pense clairement qu'il y a un avantage d'utiliser un vidéolaryngoscope. En cas d'intubation difficile, au moment où vous le découvrez chez les patients avec votre laryngoscopie directe, les obèses sévères et alors les traumas cervicaux, c'est un peu moins clair, mais je pense que ça garde encore un intérêt. Alors ici, c'est une présentation que j'avais déjà faite à l'actualité en ventilation, c'est sur optimiser la péri-intubation. Parce qu'on a tendance à voir l'intubation comme un geste, comme un acte isolé, mais en fait, il y a tout ce qui est un peu à côté chez nos patients. Et là-dessus, Montpellier a fait un chouette article sur voilà comment optimiser nos patients dans l'intubation et en fait les hypotensions et les hypoxémies chez nos patients. Et donc ils ont développé tout un protocole que je verrai un tout petit peu plus en détail à la fin. Et pourquoi, en fait, j'ai envie de parler de ça justement, je reviens sur Russotto, donc l'italien où je vous ai parlé tantôt. Ils ont fait une étude dans 29 pays. Et en fait, chez les patients, les patients critiques, sur 2964 patients, il y a quand même 45% qui vont faire des événements indésirables. Et la majorité des événements indésirables, c'est quoi? C'est l'instabilité hémodynamique, quand même 42% des patients. Les hypoxémies sévères, donc en dessous de 80%, on est à 9,3%. Et les arrêts cardiaques, on est quand même à 3,1%. Et tout ça, ça donne une mortalité de 32,8% chez ces patients. Donc c'est quand même pas anodin. Donc on peut se demander comment je vais améliorer mon patient avant de l'endormir. Parce que les outcomes de l'intubation et de la sédation, chez le patient critique, c'est défavorable. Alors, 3 points où on peut jouer. On peut diminuer le risque d'hypoxémie, on peut diminuer le risque de collapsus cardiovasculaire et on peut maximiser les chances d'intubation trachéale. Ça, c'est la première partie. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, comment optimaliser la préoxygénation? Première chose, comme on a tendance au bloc, c'est mettre un masque classique, être hermétique chez nos patients. C'est la première méthode de préoxygénation. Ça fonctionne très bien, ça permet d'augmenter les réserves de nos patients et de diminuer le risque d'hypoxémie. Est-ce que je peux faire mieux? Oui, clairement, on peut faire de la ventilation non invasive, c'est-à-dire qu'on met 5 de PIP, 5 d'AID chez nos patients et on a moins d'hypoxie pendant le geste de l'intubation chez ces patients. Alors c'est déjà mieux.
Est-ce que je peux encore faire mieux? Alors ils se sont posé la question, tiens, l'Optiflow, maintenant, l'oxygène nasal à haut débit, seul comparé à la VNI, est-ce que c'est mieux? Alors, ben non, en fait, c'est parce que c'est deux concepts différents. La VNI, c'est de la préoxygénation. L'oxygénation à haut débit, il y a un côté préoxygénation, mais un côté surtout d'oxygénation apnique. Alors là, c'est une étude assez intéressante et ils ont séparé les hypoxémiques sévères et les hypoxémiques modérés. Alors les hypoxémiques modérés, oui, ça fait un peu mieux, mais par contre, les hypoxémiques sévères, ça ne fait pas mieux du tout par rapport à la VNI. Et donc, ils se sont posé la question, tiens, si on combinait les deux, la VNI et l'Optiflow, ça s'appelle OptiNIV, c'est-à-dire que vous faites de l'Optiflow chez ces patients plus une VNI dessus. Et qu'est-ce que ça donne chez les hypoxémiques sévères? Clairement, ça montre un avantage. Là, c'est la VNI seule, et au-dessus, c'est la VNI plus l'Optiflow, et moins de risque de désaturation chez les patients hypoxémiques sévères. Donc ça, on est toujours chez les patients critiques. On a tendance à se dire, c'est vrai que je ne vais pas ventiler mon patient parce qu'il peut avoir un estomac plein, il peut broncho-inhaler. Et donc ici, c'est une étude dans le BGA, dans le New England, pardon. Et par contre, eux, ils se sont dit, on va calculer notre risque d'hypoxie versus de broncho-inhalation, et on va quand même ventiler à basse pression nos patients. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne des meilleurs résultats en termes d'hypoxie chez ces patients. Et donc, si on regarde notre balance bénéfice-risque chez nos patients, utiliser la ventilation masque si c'est possible, ça donne quand même un moindre risque d'hypoxie chez ces patients. Il faut toujours bien sûr peser le pour et le contre. Alors, deuxième partie, c'est optimiser l'hémodynamique chez ces patients. Alors là, deux possibilités. Soit je fais un fluid challenge chez mes patients. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce qu'on doit augmenter nos vasopresseurs ou en mettre en place? Alors c'est un peu mieux, mais ce n'est pas significatif. Les hypotensions, c'est un peu mieux aussi, mais ce n'est pas significatif. Les arrêts cardiaques, on est sur la même chose. Les décès, on est sur la même chose. Une autre étude, l'étude PREPARE, l'administration d'un fluide, on n'a pas moins de collapsus et en mortalité-morbidité, on est sur la même chose. Encore un autre, Jans, on l'a déjà vu tout à l'heure, on est exactement sur la même chose en termes d'augmentation de nos vasopresseurs. Donc là, c'est pas de bolus et là, on a des bolus. Exactement la même chose. Les hypotensions, on est sur la même chose. Les arrêts cardiaques, on est même un peu plus avec les gens qui ont eu un bolus. Peut-être qu'ils sont un peu plus fragiles au moment où on les endort. Et les décès, on est sur la même chose. L'autre possibilité, c'est les vasopresseurs. Justement, est-ce que j'en mets en place avant chez nos patients? Ici, dans cette étude, en fait, le fait d'en mettre avant, ça ne diminue pas la mortalité, ça ne diminue pas la morbidité. Il n'y a pas moins d'hypotension chez ces patients si on en met avant. Même chose ici, une grande étude en 2023. Je mets des vasopresseurs chez mon patient qui ne va pas bien avant de l'endormir, ou je n'en mets pas. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Les hypotensions, on est même un peu plus chez les patients qui ont des vasopresseurs. Alors, clairement, je pense qu'ils sont plus malades au moment où on en met avant, mais donc du coup, les résultats ne sont pas en faveur pour. Alors, les hypotensions, on est sur la même chose. Les nouveaux vasopresseurs, on a un peu plus. Les décès, c'est la même chose. Et la mortalité, un peu plus chez ceux avec les vasopresseurs. Mais je pense que dans notre pratique quotidienne, on va quand même essayer de l'optimaliser avant et pendant l'intubation. Même si les résultats ne sont pas francs, on va quand même remplir nos patients et mettre des vasopresseurs avant. Au niveau des drogues, il y a l'Intube Study. Donc là, ils ont fait une deuxième analyse. Et en fait, qu'est-ce qui va donner des hypotensions chez nos patients? La principale cause chez le patient qui ne va pas bien, c'est le propofol. Alors clairement, c'est le facteur qui a été mis en cause dans les hypotensions chez nos patients et un des facteurs de cause d'augmentation de la mortalité et de la morbidité. Alors qu'est-ce qu'ils conseillent? Ça, c'est dans l'intensive care. Chez les patients qui ne vont pas bien, c'est comment les endormir. C'est la kétamine 1 à 2 mg kg ou l'hypnominate 0,2-0,3 mg kg. Donc c'est des doses réduites par rapport à une dose de crush induction. Et donc le moins, c'est le mieux chez ces patients. Donc optimiser l'intubation, c'est la première partie, je ne vais pas en revenir dessus. Donc en résumé, c'est d'adapter, identifier le patient à risque d'intubation difficile. On va s'adapter à chaque patient, ça va être notre quotidien. On va s'entraîner pour garder une maîtrise
et on va utiliser des devices qu'on connaît et qu'on sait utiliser. Et donc je reviens un peu sur le petit protocole de Montpellier que je trouve assez bien fait en cas de patients fragiles en situation difficile. Et alors qu'est-ce qu'ils conseillent eux? C'est avant, donc la première phase, c'est la préintubation. Donc c'est d'être déjà 2, si possible. Alors quand on est en garde la nuit, c'est pas forcément possible, mais en journée, on a des collègues, on peut demander de l'aide. Alors, chez le patient qui ne va pas bien, c'est de démarrer des vasopresseurs et de faire un fluid challenge. Alors, je vous ai montré, il n'y a pas réellement de résultat, mais dans notre quotidien, on le fera tous. Alors, préparer une sédation, ça, c'est parce que c'est des soins intensifs qui font l'étude, mais on peut le mettre pour nos blocs opératoires. Alors, on va optimiser la préoxygénation, donc c'est de mettre notre patient un tout petit peu en position semi-assise, 20-30 degrés. On va le préoxygéner, alors VNI versus mettre l'Optiflow avec, ça dépend un peu de chacun. Voilà. Ça, on l'a préparé, notre patient. Maintenant, ça va être la période d'intubation. Alors eux, même s'ils sont encore l'équipe de Montpellier, ici, eux, ils considèrent d'utiliser, encore une fois, le vidéolaryngoscope s'il y a des critères d'intubation difficiles. Et si on utilise une Macintosh normale, c'est de mettre d'emblée un stylet ou une bougie pour augmenter le risque de réussite de passage. L'induction, l'éthomidate 0,2-0,3 mg/kg ou la kétamine 1 à 2 mg/kg. La curarisation, c'est succinylcholine ou rocuronium à une dose de 1,2 mg/kg avec, si besoin, notre Bridion à côté, enfin Bridion maintenant, qui a disparu. Alors de faire un sélic et de ventiler notre patient si il y a une désaturation ou si on considère qu'il y a un bénéfice d'essayer de le ventiler à basse pression. Post-intubation, qu'est-ce qu'il dit bien sûr de mettre un capnographe pour vérifier qu'on a réussi notre intubation, d'augmenter nos vasopresseurs ou d'en mettre en place si on n'avait pas encore mis, si on a une hypotension chez nos patients, et de faire une ventilation protectrice chez nos patients. Ça, je ne vais pas vous apprendre, et de toute façon, on va avoir une deuxième partie là-dessus. Voilà. Et de faire des manœuvres de recrutement toutes les demi-heures chez nos patients pour éviter les atelectasies et améliorer les conditions respiratoires de nos patients. Et de vérifier, bien sûr, la pression du cuff. Alors tout ça, est-ce que ce protocole, ça marche? Alors ils l'ont déjà mis en place depuis quelques années. Et donc ici, c'était Samir Jaber, et c'est en 2010. Donc si vous lisez à gauche, c'est exactement tout ce que je viens de vous décrire. Les résultats qu'ils en ont, qu'est-ce que ça donne? Les hypoxémies, on est quand même passé de 25 à 10%. Les collapsus cardiovasculaires de 25 à 15%. Et les arrêts cardiaques, on est plus ou moins de 3 à 1%. Donc clairement, de prendre en charge nos patients, d'optimiser notre intubation, d'optimiser les conditions respiratoires et hémodynamiques, ça permet d'avoir des meilleurs outcomes chez nos patients. Alors pour conclure, c'est important d'évaluer nos patients avant d'entrer en salle, de mettre un plan d'action et de le communiquer avec tout le monde. C'est important de se former, de garder une expertise. Alors oui, c'est clair qu'au quotidien, d'avoir un patient avec un critère d'intubation difficile, pourquoi pas utiliser un vidéolaryngoscope pour garder cette expertise. Alors la vidéolaryngoscope pour tous, non, comme je vous l'ai dit, moi je ne pense pas, et je ne suis pas forcément d'accord avec Montpellier. Avoir plusieurs dispositifs de vidéolaryngoscope, hyperangulés, et les Chanel par exemple, et de savoir les utiliser, et d'optimiser notre patient avant l'induction. Alors il y a aussi un biais aussi le vidéolaryngoscope pour tous, c'est maintenant on en parle de plus en plus, le côté économique et le côté écologique. La plupart du temps, c'est des vidéolaryngoscopes qui sont jetables. Alors selon Montpellier, ça n'a pas un surcoût, moi j'ai du mal à y croire, mais il y a le fait de jeter chaque fois nos vidéolaryngoscopes. Moi je ne suis pas très partisan, mais voilà, c'est une discussion que je pense que chaque équipe et chaque équipe doit discuter entre vous pour voir un tout petit peu ce que vous voulez faire. Voilà, je vous remercie pour l'attention.